Très bien. Voilà, mais écoutez, ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux et nombreuses. Franchement, je vous dis bravo, parce que vous auriez pu rester au chaud chez vous ce soir. Non, non, vous vous déplacez pour venir nous écouter. Et vraiment, je vous félicite. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous faire cette présentation que j'ai conçue spécialement pour vous. D'ailleurs, vous le voyez dans l'intitulé, « Santé des Français et perspectives d'avenir pour les Vernoliens ». Alors franchement, c'est tout un programme. Et vous allez voir que j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. D'abord parce qu'il y a toujours pire ailleurs. Donc ça, c'est déjà une bonne manière de se faire du bien aussi que de le penser comme ça. Et puis, par ailleurs, Yves-Marie a parlé a dit un mot qui était très important, qui est celui de la prévention. Autre mot très important aussi, qui est celui de l'alimentation. Et vous allez voir que l'alimentation, entre autres, joue un rôle majeur dans la santé. Bien, alors, nous allons faire un petit tour de France, même du monde, pour voir un petit peu comment se portent nos voisins, comment se portent les Français, et donc comment vous vous portez finalement. Bien, alors d'abord, une bonne nouvelle, une bonne espérance de vie. Et oui, l'espérance de vie a progressé. Actuellement, elle est de 85 ans pour les femmes et de près de 79 ans pour les hommes. Ça veut dire qu'une petite fille qui viendrait au monde maintenant pourrait légitimement espérer vivre en bonne santé jusqu'à 85, voire même au-delà, car nous avons de plus en plus de centenaires. Et puis pour un petit garçon, ce serait à peu près 80 ans, mais nous gagnons 1 à 2 mois d'espérance de vie supplémentaire par an. Ah, ça c'est quand même formidable comme nouvelle. Alors les raisons. D'abord, il y a un meilleur suivi médical. Bon, c'est vrai que nos médecins n'ont jamais été aussi bons. Bon, après il faut qu'il y en ait assez. Ça, c'est vrai. Ensuite, le dépistage précoce. Plus on dépiste précocement une pathologie, mieux on la soigne. Bon. Donc, et ça, c'est valable pour de nombreuses pathologies, dont entre autres le cancer, par exemple. Quand on le dépiste très tôt, on guérit maintenant la plupart des cancers, je dirais même quasiment à 100%, dès lors qu'un cancer est dépisté très précocement. Donc, les campagnes de dépistage doivent être entendues et suivies. Ensuite, il y a une sensibilisation renforcée. Bon, vous, comme beaucoup d'autres Français, vous avez entendu parler du PNNS, le fameux Programme National Nutrition Santé, les 5 fruits et légumes par jour, les 3 produits laitiers par jour, 7 œufs, mangerbouger.fr, les petits messages que vous avez aussi à la télévision, là, les petits bandeaux où on vous essaie d'éviter de manger grâce à... Ça, c'est le PNNS. Donc ce sont des millions d'euros que le ministère de la Santé et de plein d'autres organismes engagent tous les ans pour sensibiliser les Français à l'importance du bien manger. Entre autres, aussi de l'activité physique. Bon. Et puis les médecins se donnent aussi beaucoup de mal pendant les consultations pour vous donner des conseils dans le domaine de la nutrition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette école, pour former mes confrères à la pratique des conseils nutritionnels en consultation. Parce que l'alimentation est vraiment en première ligne pour s'occuper de la santé de quelqu'un. Bon, toutefois, il reste toujours beaucoup à faire. Le tout, ça n'est pas de repousser le plus loin possible l'espérance de vie, c'est encore de rester en bonne santé. Parce que si c'est pour arriver à 100 ans, mais ne pas être en très bonne santé, c'est un peu dommage. Donc l'objectif, c'est de vieillir en bonne santé. Alors, en France, il y a 2 pathologies qui nous chagrinent, puisque ce sont les 2 premières causes de décès. Ce sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors les maladies cardiovasculaires, en gros, c'est l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, sont liées en grande partie à la génétique, puisque là, il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour avoir un peu trop de cholestérol, il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour avoir un peu trop d'hypertension. Mais en dehors de la génétique, il y a aussi l'impact de l'environnement. Et oui, donc le surpoids qui est directement lié, c'est vrai en partie à la génétique, mais aussi à la qualité de l'alimentation et la sédentarité. Je vous montrerai des diapos qui sont assez évocatrices sur ce sujet-là. Et puis, le surpoids, quand on est en surpoids, c'est vrai qu'on peut s'attendre quand même à certaines complications. L'excès de cholestérol entartre les artères, l'hypertension c'est un facteur de risque cardiovasculaire, le diabète aussi, le syndrome métabolique. Et toutes ces petites choses sont des conséquences du surpoids, auxquelles vont s'ajouter aussi les méfaits du tabac et les méfaits de la sédentarité. Bon, le début n'est pas très très drôle, mais l'objectif c'est pas toujours de rigoler, mais vous verrez qu'après, une fois qu'on est bien au fait de tout ça, on se dit, chouette, maintenant, comment je vais faire pour éviter d'être malade? Ou comment bien gérer ma santé? Parce que l'objectif n'est pas de faire la politique de l'autruche, mais d'être bien au fait de la réalité et ensuite de prendre soin de soi. Voilà. Et nous, on prendra soin de vous.
Donc les cancers, autres pathologies redoutables, voilà, ils sont très liés en partie à la génétique, mais aussi en partie à l'environnement. Et dans l'environnement, eh bien, il y a le surpoids, il y a l'alcool, qui est un puissant cancérigène, le tabac, puissant cancérigène aussi, et la sédentarité. On sous-estime trop souvent l'impact de la sédentarité dans bon nombre de pathologies. Alors, à l'échelle de la France, quelques données donc chiffrées parlantes. Maladie cardiovasculaire, un tiers des décès. Cancer, un tiers des décès chez l'homme et 23% chez la femme. Alors l'obésité, je ne parle pas du surpoids modéré encore, mais de l'obésité, en France, elle concerne 12% des adultes et 5% des enfants. Quand on parle d'obésité, en fait, on fait référence à des gens qui ont un IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur la taille au carré. Donc vous amuserez après à calculer votre IMC. Hein, donc c'est simple, vous divisez votre poids en kilos par votre taille au carré. Hein. Vous faites la division et vous tombez sur un chiffre. L'idéal, c'est de se situer entre 18 et 25, avec une bonne petite moyenne à 20-22. Quand on est entre 25 et 30, ça veut dire qu'on est en surpoids modéré, et au-delà de 30, bah, ça veut dire qu'on est dans la catégorie de l'obésité. Voilà. Puis alors après, il y a différents paliers. Il y a l'obésité stade 1, 2, 2, 3, 4, ça peut monter très haut. Les Américains, ils savent très bien faire ça. Alors eux, ils sont obésité stade 4. Voilà. Bon, surpoids modéré, donc ceux qui ont, allez, 10, 15, 20 kilos en trop, eh bien, ça représente quand même 40% des adultes en France. Donc, quand vous additionnez les 40% de personnes qui sont en surpoids et les 12% qui sont en obésité, bah, vous tombez sur un chiffre de 52%. Ça veut donc dire qu'en France, une personne sur deux a un problème avec son poids. Voilà. Alors, on peut toujours être positif en disant oui, bah, ça veut dire que les 50 autres pourcents n'ont pas de problème avec leur poids. Ce qui est tout à fait une façon optimiste de voir les choses. Mais quand même, une sur deux ayant des kilos en trop, bah, ça prouve qu'il y a un vrai problème. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème, tant sur le plan de l'alimentation que du problème de la sédentarité. Bien, le diabète. Alors bon, autant le surpoids est une épidémie qui ne cesse de se propager parce qu'en France, il y en a de plus en plus. Encore que pour le surpoids de l'enfant, on a réussi à stabiliser. Mais pour les adultes, on est toujours sur une pente ascendante. Eh bien, le diabète, c'est la prochaine épidémie annoncée, puisque le diabète de type 2 est un diabète qui se déclenche dans les 5 à 10 ans qui suivent un déclenchement d'obésité. Donc, quand il y a beaucoup d'obésité dans une population, eh bien, 10 ans après, il y a beaucoup de diabète de type 2 aussi. Voilà. Donc, vous voyez, actuellement, il y a 2 millions de personnes en France, et on s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup plus d'année en année. Hypercholestérolémie, 20% de la population adulte. 1 sur 5. 1 sur 5 a un excès de cholestérol. Et l'excès de cholestérol, bah, ça fait le lit aussi de l'athérosclérose et donc de la maladie cardiovasculaire. Alors le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un petit cocktail très sympathique de quelqu'un qui est en surpoids et puis qui a un petit peu trop de cholestérol qui monte, qui a de la tension qui monte, qui commence à avoir un petit début de glucose qui monte aussi, d'hyperglycémie, qui risque de devenir diabétique par la suite. Vous voyez, les petites complications, elles s'accumulent d'année en année. Et si on n'y prend pas garde, eh bien, on finira par développer ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui va augmenter sérieusement le risque cardiovasculaire. Parce que qu'est-ce qui pâtit de tout ça ? Bah, ce sont les artères qui vont s'entartrer et puis bah, voilà. L'ostéoporose, maladie typiquement féminine. Ah, messieurs, vous avez de la chance, vous êtes beaucoup plus protégés de l'ostéoporose que nous. Donc, non seulement nous avons les mêmes pathologies que vous sur le reste, maladie cardiovasculaire et cancer, mais en plus, on doit se taper l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, c'est quoi ? C'est tout simplement une ossature qui se fragilise avec l'âge, surtout à partir de la cinquantaine. Quand les ovaires commencent à décliner un peu, eh bien, l'os se déminéralise aussi. Voilà, il perd 10% de sa minéralisation osseuse et va donc concerner 10% des femmes à 50 ans et 40% des femmes à 75 ans. Donc, vous voyez que c'est un problème. Mais il y a pire, comme je le disais. Vous voyez, ça, c'était la situation des États-Unis en 1985. Alors en blanc, personne ne concerné. En bleu ciel, moins de 10% de la population obèse. Et en bleu plus foncé, entre 10 et 14% de la population obèse. Donc je vous rappelle qu'en France, on est à 12% d'obésité. Donc nous, c'est comme si on était dans les États en bleu foncé. D'accord ? À l'heure actuelle. C'est comme si la France était toute bleu foncé. D'accord ? Bon. Alors maintenant, je vais faire défiler. Donc là, c'était en 85. Alors accrochez-vous, c'est parti.
Alors en 86, en 87, en 88, en 89. En 90, ce serait la situation actuelle hein, en France. En 91. Ah bah il continue tout seul, très bien. En 92. C'est génial, j'ai rien à faire là. En 93, vous voyez que là, le bleu foncé foncé, c'est déjà 15 à 19% de la population en situation d'obésité. En bleu foncé, hein. Voilà, 97. Alors maintenant, le jaune apparaît. Plus de 20% de la population en situation d'obésité. Plus de 20%. Remarquez que ça commence souvent par l'Est et le centre. Hein. Ah, voilà. Maintenant, en orange, plus de 25% de la population en situation d'obésité. Nous sommes en 2003. Voilà. Donc les États en rouge. Ah, on commence à voir arriver certains États qui ont plus de 30% de la population en situation. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Plus de 30% de la population en situation d'obésité. On y va. 2008, 2009, 2010. Bon, on s'arrête là? 2010? Ben voilà. Donc vous voyez quel est le paysage des États-Unis actuellement. Et nous étions au niveau des États-Unis en 1990. Et vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, les États-Unis sont passés de quelques États ayant entre 10 et 15% de leur population obèse à toute une population qui, à minima, est à 20% d'obésité et dans certains États est à plus de 30% de l'obésité. Là, je n'ai parlé que de l'obésité. Je n'ai pas parlé du surpoids modéré. Hein. Je n'ai parlé que de l'obésité. Surpoids modéré, c'est 70%. Donc si on fait 70 plus 30, ben, ça y est, on est à 100% finalement. Ça veut dire que pratiquement toute la population américaine est concernée par le surpoids, dont une grande partie par l'obésité. Bon, c'est un peu effrayant de voir ça. Hein. Alors on pourrait se dire, oui, mais enfin, sont les États-Unis, c'est la malbouffe, hein, ils sont gavés au soda dès leur naissance, ils se nourrissent que de hamburgers et de hot dogs, et la mayo, ils ont des portions énormes. Oui, mais attention, c'est qu'en France, on commence à voir arriver ce modèle-là. Les fast-foods sont arrivés chez nous. Je n'ai rien contre les fast-foods et de temps en temps se faire un petit repas au fast-food, pourquoi pas hein. Seulement attention, les sodas aussi sont chez nous, ils sont même dans le sein de nos familles, nos ados en boivent beaucoup. Voilà, et donc nous sommes en train de reproduire ce que les États-Unis ont connu tout au long de ces années. Nous sommes exactement sur la même pente ascendante. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention maintenant, dans 20 ans, nous en serons là où en sont les États-Unis maintenant. C'est-à-dire que la France sera comme ça. Alors, quand je vous ai dit que l'obésité, c'était... voilà. On peut même imaginer la suivante. C'est l'homme qui est assis devant son ordi avec son soda à la main. Voilà. Alors, les responsables de tout ça, on ne peut pas dire qu'en aussi peu de temps, parce qu'à l'échelle de l'évolution génétique, quelques années, 20 ans, 30 ans, c'est trop court. On ne peut pas parler de mutation génétique. C'est donc uniquement la faute de l'environnement, c'est-à-dire de l'alimentation, qui est devenue beaucoup trop grasse, beaucoup trop sucrée, et également de la sédentarité. Parce que manger sucré quand on est sportif, il n'y a pas de problème. Le docteur Patrick Dahan ne me contredira pas. Hein, un sportif peut tout à fait manger sucré sans prendre de poids. Mais quand on mange aussi sucré qu'un sportif tout en étant sédentaire, ben c'est là que les problèmes arrivent. Donc il faut conjuguer les deux et être à la fois aussi bien concentré sur la qualité de son alimentation que sur un certain niveau d'activité physique. Alors la preuve. J'ai cherché pour vous ces schémas qui sont assez rares et qui sont donnés pour 4 pays qui sont concernés par l'obésité. Bon, les USA sont légendairement reconnus pour leurs graves problèmes d'obésité, comme on vient de le voir, mais vous avez des pays émergents comme le Brésil, l'Inde, et puis la Chine, qui commencent à être sacrément concernés par l'obésité, qui se répand de plus en plus dans les populations. Et alors là, vous allez remarquer que le schéma évolutif d'un certain nombre de paramètres sur les 50 dernières années, eh bien, il est toujours le même. Là, alors là, j'ai pas de pointeur, mais c'est très simple. Vous voyez la courbe noire là, hein, qui est ascendante.
Eh bien, c'est la courbe de la sédentarité. C'est la courbe de sédentarité. Cela veut dire que dans tous ces pays, le niveau de sédentarité a augmenté. J'entends par sédentarité le nombre d'heures passées par jour à rester strictement assis. On considère que quelqu'un est sédentaire quand il reste au moins 8 heures par jour assis. Je peux vous dire que quand on travaille devant un ordi, c'est un truc qu'on vit tous les jours, ça. Hein? Donc, on est très vite sédentaire. Et puis, les couloirs que vous voyez descendre, eh bien, ce sont les niveaux d'activité physique. Activité physique de voyage, activité physique liée au loisir, activité physique que l'on a chez soi, quand on fait le ménage, quand on se dépense, activité physique liée au sport. Eh bien, vous voyez que dans tous ces pays-là, on reproduit le même schéma, à savoir la sédentarité qui monte et l'activité physique qui chute. Et comme par hasard, ces pays-là voient flamber l'obésité. Alors, je vais vous montrer ce qu'aux États-Unis ils boivent. Ça peut vous paraître incroyable, mais quand vous allez finalement au fast-food et qu'on vous propose du coca, hein, souvent on vous propose des demi-litres à boire de coca. Regardez ce qu'ils ont l'habitude de boire. Et alors, ce qui est amusant aussi, parce que la notion de portion, elle est vachement importante. Vous voyez qu'en 1920, c'était la petite bouteille là-haut, qui faisait 180 millilitres. En 1960, c'était l'apparition de la première canette à 360 millilitres. Ensuite, en 1980, on a vu arriver le Big Gulp, voilà, 1 litre de soda. Ensuite, en 2000, on a vu arriver le Super Big Gulp, 1 litre 3. Et là, récemment, ils en sont à 1,5 litre avec le Extreme Gulp. Alors, ça veut dire qu'en termes de calories, alors là, on va se faire peur, on va se faire peur. Le tout petit, c'était 78 calories. La canette, 156. Le litre, 416. Le litre 3, 572. Et le litre et demi, 676 calories. Je rappelle au passage qu'une femme a besoin quotidiennement de 1800 à 2000 calories par jour et qu'un homme actif a besoin de 2500 calories par jour. Autrement dit, le consommateur de Extreme Big Gulp à 1,5 litre, il se tape déjà pratiquement 700 calories, c'est-à-dire 30% de ses calories rien que dans une boisson. On comprend beaucoup de choses, évidemment. Alors, en morceaux de sucre, sachez que dans une alimentation équilibrée, une femme peut tout à fait légitimement manger 6 à 8 morceaux de sucre par jour. Je parle du sucre visible et du sucre caché, donc, par exemple, dans les boissons. Et pour un homme, 8, allez, disons jusqu'à 10 morceaux de sucre par jour. Bon, alors là, 20 grammes de sucre. Alors, un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Donc, 20 grammes de sucre, ça fait 4 morceaux de sucre. Dans la canette, on est à 8 morceaux de sucre. Ça, vous le savez, quand vous buvez une canette de soda, il faut savoir que vous buvez 8 morceaux de sucre. Dans le litre, 20 morceaux de sucre. Dans le litre 3, 30 morceaux de sucre. Et dans le litre et demi, 35 morceaux de sucre. Eh oui. Donc, il y a intérêt à être rudement sportif pour brûler tout ça. Bon, alors, nous, ça nous fait marrer parce qu'on se dit, ça n'arriverait jamais en France. Bon, alors je me suis amusée à calculer la quantité de calories, de gras et de sucre qu'un Français bien gourmand aurait tout à fait la possibilité d'ingurgiter lors, disons, d'une journée de week-end. Allez, on se fait plaisir. Alors le matin, on commence par un croissant, un pain au chocolat, un chocolat chaud, un verre de jus de fruits. Oh, ça paraît tout à fait plausible, franchement. J'en connais même qui mangent 2 croissants et un pain au chocolat. À midi, 6 escargots, une entrecôte sauce béarnaise avec des frites, un moelleux au chocolat, j'aurais même pu rajouter sa crème anglaise, et puis 2 verres de vin. 2 verres de vin, franchement. Et encore, j'ai même pas mis de pain. J'aurais pu rajouter du pain, j'ai été sympa. Eh ben oui, c'est vrai, le fromage, avant le moelleux au chocolat. Vous avez raison. Et l'apéritif. L'après-midi, un petit café, 4 morceaux de chocolat. Le soir au dîner, allez, une journée épuisante, épuisante. Alors un petit whisky, quelques apéritifs, 2 verres de vin rouge, un bon petit bœuf bourguignon puré,
une salade verte, un peu de pain et de fromage, vous voyez, je l'ai mis le soir, le fromage, hein, voilà. Et puis une petite crème dessert au chocolat. Bon, voilà. Allez, allez, ça fait donc 3500 calories. Cela fait, alors bon, hein, alors qu'il en aurait fallu 2000 à 2500. 170 grammes de lipides, alors qu'il n'aurait pas fallu dépasser 80 à 100 grammes. Et ça fait 15 morceaux de sucre, voilà, alors qu'il n'aurait pas fallu dépasser 6 à 8 morceaux de sucre. Bon, globalement, c'est le double des apports normaux. Donc vous voyez, et encore, hein, j'ai été raisonnable. Franchement, il y en a qui mangent plus que ça encore. Donc vous voyez, quand on est comme ça, encore une fois, on peut le faire de temps en temps, il n'y a aucun problème. Au repas suivant, on prend une petite soupe, un yaourt, un fruit, et hop, dodo, et tout va très bien. Seulement le problème, c'est quand on reproduit ça le lendemain, puis le surlendemain, et qu'à côté de ça, on est totalement sédentaire, et c'est là qu'on voit apparaître le petit kilo supplémentaire quasiment tous les mois, et qu'au bout de l'année, bah, ça commence à faire pas mal, voilà. Et qu'on était jeune et mince à 20 ans, bien enrobé à 40, avec la petite bedaine, et qu'à 60 ans, on se retrouve avec 20 kilos de trop. Voilà. Alors, je parle aussi bien des hommes que des femmes. Hein. Car je dois dire qu'il n'y a pas de sexe ratio, homme-femme, sur le surpoids et l'obésité. Là, la parité est respectée. Autant d'hommes que de femmes en surpoids. Alors, le comportement alimentaire des Français. Eh bien, la dernière étude ENNS en 2006 montre que, mais finalement, vous voyez que le Français est assez raisonnable. Il a quand même, au fond de lui, là, il a les repas structurés, il n'est pas dans le grignotage perpétuel, il n'y a pas cette culture hein, de la bouffe permanente et de ces portions méga géantes qu'ils ont là-bas aux États-Unis. En France, voilà, on a une culture qui nous imprègne et qui fait qu'on est relativement protégé, en tout cas en ce qui concerne les apports énergétiques. Vous voyez que les hommes consomment environ entre 2100, entre 55 et 75 ans, 2100 calories par jour, et quand ils sont un petit peu plus jeunes, 30 à 54 ans, environ 2400 calories par jour. C'est pas excessif, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à peu près à 2500 pour un homme. Donc, on pourrait se dire, ah bon, ben, pourquoi il y a autant d'obèses et de surpoids, puisque on voit finalement que les apports caloriques sont assez raisonnables. Les femmes, ben, c'est pareil, entre 1600 et 1700 calories. Le problème, c'est que ces calories, elles sont mal réparties. Il y a beaucoup trop de graisse, il y a beaucoup trop de sucre, il n'y a pas assez de protéines, il n'y a pas assez de légumes et de fruits. Il faut savoir qu'en France, seulement une personne sur deux respecte les recommandations de manger 4 à 5 fruits et légumes par jour. Donc il y a de quoi faire avec les légumes et les fruits. Alors c'est pareil pour les fibres, 40% des Français ne consomment pas assez de fibres, 60 à 70% des adolescents sont largement en dessous des apports recommandés en calcium, alors qu'ils sont à une période de leur vie où ils ont vraiment besoin de constituer leur capital calcique. En somme, on pourrait dire qu'un Français sur deux ne consomme pas suffisamment tout ce qui est important. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des calories à gogo. Il faut qu'elles soient apportées par des aliments qui ont une bonne densité nutritionnelle, qui vont vous apporter aussi des bonnes choses, des minéraux, des vitamines, des bonnes protéines, des bons lipides essentiels. C'est ça, une bonne densité nutritionnelle. Quant à l'activité physique, là on va se faire un petit peu peur aussi, 35 à 40% sont totalement sédentaires en France, 40% ont une activité physique modérée et seulement 20% des Français font régulièrement du sport. Waouh! Ça veut dire que 80% des Français sont trop peu actifs. Donc vous voyez, on mange trop gras, trop sucré, plein de carences multiples et puis pas assez d'activité physique. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut progresser, c'est formidable. Voilà, on connaît la situation, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Donc, il va falloir manger mieux et bouger plus. Et donc, c'est là qu'on retombe sur la notion de prévention qui est essentielle. Et cette prévention, elle doit commencer déjà chez les jeunes. Un jeune qui apprend à manger équilibré, qui aime manger équilibré, qui aime manger des légumes, des fruits, parce que chez lui, ça a toujours été comme ça. Ou parce qu'à l'école, il a entendu dire que, parce qu'il a eu quelqu'un à l'école qui lui a fait découvrir qu'il était important d'eux et qui lui a donné envie de le pratiquer.
C'est pareil pour les adolescents. Bref, il est très important, très rapidement, d'avoir les bons réflexes. Il faut aussi donner envie aux jeunes d'aimer être actifs, d'aimer bouger. Je crois que les habituer très tôt à tout faire en voiture, c'est une très mauvaise chose. En revanche, leur donner envie de marcher, de faire du sport, de bouger, ça, plus ces habitudes s'acquièrent tôt, plus elles restent ancrées à l'âge adulte. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, que ce soit à l'école, que ce soit les repas servis, que ce soit au niveau du collège, au niveau du lycée, que ce soit l'activité physique, par la sensibilisation, que ce soit aussi par les infrastructures disponibles, que ce soit au niveau des adultes, par des consultations adaptées, par des conférences, par des documents, toutes sortes de choses qui vont vous permettre de vous sensibiliser et surtout de vous donner des conseils pratiques et concrets pour vous aider dans votre quotidien à optimiser votre alimentation. Ça, c'est très important. C'est un véritable investissement santé que vous faites. L'alimentation, et attention, il ne faut pas vous dire c'est trop tard, c'est pas la peine, les dés sont... Non, pas du tout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le corps est très indulgent, il permet beaucoup d'erreurs, il les rattrape aussi, il s'adapte à merveille. Donc il n'est jamais trop tard pour se rattraper quand on constate qu'il y a vraiment des choses à changer dans son alimentation. Et c'est pareil pour les personnes âgées. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme l'alimentation est importante pour les personnes âgées. Une mauvaise alimentation va au contraire accélérer les processus de vieillissement et d'aggravation des pathologies. Alors qu'une bonne alimentation bien adaptée à chaque personne âgée en fonction de son contexte de santé, c'est fantastique ce que ça peut lui faire du bien. Ça peut retarder le processus de vieillissement, ça aide à corriger des pathologies émergentes et donc voilà, c'est lui donner toute la chance de retrouver une santé qu'elle croyait perdue. Donc autrement dit, vive la prévention. Je vous ai montré quelles étaient les réalités. Encore une fois, quand je vous disais au début qu'il y a pire ailleurs, hein, vous avez vu qu'avec les États-Unis, mais encore une fois, il ne faut pas penser que c'est une utopie, que c'est très loin et que ça ne nous concerne pas. Ce que vivent les Américains, c'est ce que nous pourrions vivre dans 20 ans si nous ne changeons pas notre façon de vivre. Mais nous sommes plus dans le court terme, donc pour le présent et l'avenir proche, eh bien, nous avons donc tous intérêt, chacun, à prendre conscience de l'importance de l'alimentation et de l'hygiène de vie sur notre santé. Nous sommes acteurs de notre santé et il ne faut pas l'oublier. Et nous, tous ici autour de la table, eh bien, nous sommes là pour vous aider à prendre soin de votre santé. Voilà, je vous remercie.